Au 1er janvier 2026, l'Île-de-France compte 12 594 500 habitants. Et pendant que la région maintient globalement sa population grâce à son excédent naturel, plus de naissances que de décès, un mouvement silencieux, discret, mais documenté par les propres chiffres officiels de l'INSEE se produit. Le déficit migratoire de l'Île-de-France atteint 23 800 personnes en 2025. 23 800 personnes nettes de plus qui partent que qui arrivent en une seule année. Et Paris à elle seule perd 18 000 habitants supplémentaires en 2025, s'ajoutant aux 137 000 résidents perdus entre 2012 et 2023. La métropole du Grand Paris est de loin la ville qui perd le plus d'habitants au profit du reste de la France. Son solde migratoire avec la province est déficitaire d'environ 46 600 personnes par an. Concrètement, près de 197 000 personnes quittaient chaque année la métropole parisienne contre seulement 151 000 arrivants en provenance de province. Ce n'est plus un simple ajustement statistique, c'est une transformation durable de la sociologie urbaine francilienne dont les motivations sont documentées, cohérentes et s'accumulent chaque année avec une régularité qui dit que le calcul résidentiel de millions de franciliens a basculé en faveur du départ. Ce mouvement est discret parce que les gens qui partent ne font pas de déclaration publique. Ils vendent leur appartement, ils chargent leurs cartons et ils s'installent à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, en Bretagne, en Normandie ou dans des villes moyennes dont personne n'a jamais dit qu'elles allaient les attirer. Mais les données de l'INSEE les suivent et elles disent que ce mouvement est réel, structurel et qu'il s'accélère. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons pour lesquelles les gens quittent discrètement l'Île-de-France en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent de présenter avec cette clarté. Première raison, et de loin la plus documentée, la plus citée et la plus brutalement concrète dans le quotidien de millions de franciliens, le coût du logement. Un coût qui a atteint des niveaux qui excluent progressivement des millions de personnes d'une région qu'elles habitaient pourtant depuis des années. Le coût exorbitant du logement constitue le moteur principal de l'exode francilien selon toutes les analyses disponibles. Les prix à l'achat atteignent des sommets déconnectés des revenus réels, plus de 10 000 € le mètre carré en moyenne à Paris. Sans héritage conséquent, l'équation immobilière ne se résout plus. Le départ devient alors la seule option rationnelle pour des millions de franciliens dont les revenus, même confortables, ne leur permettent plus d'accéder à la propriété dans des conditions décentes. Pour les ménages qui quittent l'Île-de-France sans connaître d'évolution de leur composition, le gain de superficie après déménagement est en moyenne de 31%, la surface passant de 62 mètres carrés à 80 mètres carrés. Ce chiffre dit avec une précision documentaire ce que signifie quitter l'Île-de-France. Pas une régression, pas un sacrifice, mais un gain immédiat et tangible en espace, en confort et en qualité de vie quotidienne. Des ménages qui ont quitté un appartement de 2 pièces pour une maison avec jardin. Des familles qui avaient contraint leurs enfants à partager une chambre dans 62 mètres carrés et qui vivent maintenant dans 80 mètres carrés ou plus en province. Et ce gain d'espace s'accompagne d'un gain financier dont les données de l'INSEE documentent l'ampleur. Les ménages quittant Paris ont déboursé en moyenne 118 800 € pour une maison de 3 pièces en milieu rural en province, contre 181 200 € en milieu urbain, et 167 100 € dans une commune rurale de grande couronne contre 237 300 € en milieu urbain. La même somme qui ne permettait pas d'acheter un 2 pièces à Paris permet d'acquérir une maison avec jardin en province. Cette réalité mathématique, documentée par l'INSEE elle-même, est la première et la plus puissante des raisons qui expliquent l'exode francilien. Deuxième raison, la saturation des transports, qui transforme chaque journée de travail des franciliens en marathon d'endurance physique et mentale, dont les effets sur la santé, la qualité de vie et la productivité sont documentés et progressivement insupportables. La saturation des transports en Île-de-France est l'une des raisons documentées de l'exode francilien. Une réalité quotidienne dont les millions de personnes qui l'ont vécue pendant des années disent qu'elle a contribué à basculer leur calcul résidentiel en faveur du départ. Des rames de RER bondées dans lesquelles se tenir debout pendant 40 minutes chaque matin et chaque soir. Des lignes de métro dont les pannes régulières produisent des retards qui se répercutent en cascade sur les journées de travail. Et des grands axes routiers franciliens, la 1, la 6, la 10, la 13, la 86, la francilienne, dont la congestion commence parfois dès 6h30 du matin et ne se résorbe pas avant 21h certains soirs. La saturation des transports franciliens n'est pas un ressenti, c'est une réalité statistiquement documentée par le TomTom Traffic Index qui mesure la congestion dans les principales zones urbaines mondiales. Et pour les franciliens qui font ce calcul, la comparaison est souvent déterminante. 109 heures perdues dans les bouchons ou les transports en commun bondés à Paris contre des trajets fluides et prévisibles dans les villes moyennes de province vers lesquelles ils envisagent de partir.
Ce qui a changé depuis la crise sanitaire de 2020, c'est le télétravail, qui a permis à des millions de franciliens de vivre pendant plusieurs années l'expérience de la vie sans transport quotidien. Et cette expérience a été un révélateur brutal. Plus de la moitié des actifs quittant Paris ne changent pas de lieu de travail. Ils conservent leur emploi francilien tout en vivant à Nantes, à Lyon, à Rennes ou dans des communes normandes accessibles depuis Paris en moins de 2 heures. Le télétravail n'a pas déclenché l'exode, mais il a rendu possible des départs que la contrainte du trajet quotidien avait jusqu'alors bloqués. Troisième raison, la densité et le stress urbain qui produisent un épuisement progressif documenté dont les franciliens ne mesurent souvent l'ampleur qu'au moment où ils le quittent, et dont les effets sur la santé mentale sont de plus en plus documentés scientifiquement. La densité exceptionnelle de Paris, 20 000 habitants au kilomètre carré dans certains arrondissements, soit 10 fois la densité des villes moyennes de province, produit un environnement urbain dont l'intensité sensorielle permanente crée un épuisement progressif que les franciliens intègrent si naturellement dans leur quotidien qu'ils finissent par ne plus le percevoir. Ce n'est qu'en partant, même temporairement pour les vacances ou un séjour en province, que la différence devient palpable. Le silence, l'espace, l'absence de foule dans les commerces, la capacité de circuler à vélo ou à pied sans devoir constamment se faufiler entre des obstacles humains, la quête d'un meilleur cadre de vie, besoin d'espaces verts, de moins de bruit et d'un air plus sain, est documentée comme l'une des motivations principales de l'exode francilien selon les analyses les plus récentes, publiées en mai 2026. 2 Français sur 5 rêvent de s'installer à la campagne ou dans une ville à taille humaine selon les enquêtes disponibles, et en Île-de-France, cette proportion est probablement supérieure tant la densité quotidienne pèse sur les aspirations résidentielles. Le déclin est bien identifié par les chercheurs, de nombreux étudiants et jeunes actifs s'installent à Paris pour se former ou débuter leur carrière. Cependant, ils quittent souvent la ville quelques années plus tard pour fonder une famille dans un espace plus vaste. Ce cycle dit quelque chose d'essentiel sur la fonction que Paris joue désormais dans les trajectoires de vie des Français. Un espace de formation et de début de carrière, pas un espace d'installation durable pour fonder une famille et vieillir. Quatrième raison, l'insécurité progressive, dont la perception et la réalité statistique poussent particulièrement les familles avec enfants à faire le choix du départ vers des villes perçues comme plus sûres. Dans une région dont certains territoires concentrent des niveaux de délinquance qui n'ont pas d'équivalent en Europe occidentale pour une zone aussi densément peuplée. L'insécurité perçue dans certaines métropoles pousse au départ, en particulier les familles, avec enfants selon les analyses de l'exode urbain publiées en mai 2026. Et en Île-de-France, cette insécurité n'est pas seulement perçue, elle est documentée statistiquement par les données officielles du ministère de l'Intérieur. La Seine-Saint-Denis, dont certains quartiers concentrent des niveaux de délinquance parmi les plus élevés de France métropolitaine. Paris, dont le taux de criminalité, 81,99 crimes et délits pour 1000 000 habitants, place la capitale parmi les villes les plus exposées selon le classement officiel de villedata.com. Pour des parents qui voient leurs enfants grandir dans un environnement dont les statistiques de violence scolaire et d'insécurité dans l'espace public progressent chaque année, le basculement vers la décision de partir est souvent déclenché par un incident concret, un cambriolage de trop, une agression dans les transports, un incident à la sortie de l'école. Des familles qui avaient accepté de vivre avec un niveau d'insécurité qu'elles justifiaient par les avantages de la vie parisienne et qui révisent ce calcul quand l'un de ces avantages, la proximité professionnelle par exemple, disparaît avec le développement du télétravail. Les couples avec un ou plusieurs enfants représentent 6% des ménages s'établissant à Paris contre 20% de ceux qui en partent selon les données de l'INSEE. Ce déséquilibre dit avec une clarté statistique implacable que Paris et l'Île-de-France perdent précisément les familles, les unités résidentielles les plus stables, les plus génératrices de demandes scolaires et de tissu social de proximité, au profit de personnes seules dont la volatilité résidentielle est par nature plus élevée. Cinquième raison, la dégradation de la qualité de l'air et l'impact climatique croissant qui transforment des mois d'été parisiens en épreuves de survie thermique dont les données scientifiques documentent les effets sur la santé d'une population vivant dans la ville européenne où le risque de mourir de chaleur est le plus élevé. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo apporte des informations documentées sur des réalités que vous vivez ou que vous observez, c'est le moment de vous abonner. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Paris est la ville européenne où le risque de mourir de chaleur est le plus élevé selon une étude portant sur 854 villes du continent. Cet îlot de chaleur urbain peut afficher 5 à 8 degrés de plus que la campagne environnante. Et lors de la canicule historique de 2003, 5 000 des 15 000 décès attribués à la chaleur en France étaient concentrés en Île-de-France. Ces chiffres, issus de recherches scientifiques publiées et documentées, disent que l'Île-de-France n'est pas seulement stressante et chère. Elle est, lors des épisodes caniculaires dont la fréquence
augmente documentée, une zone à risque vital documentée pour ses habitants les plus vulnérables. La qualité de l'air en Île-de-France, malgré des progrès réels ces dernières décennies, reste inférieure à celle des villes moyennes et des zones rurales vers lesquelles les franciliens migrent. Des particules fines, des oxydes d'azote, une pollution de fond que les habitants absorbent quotidiennement sans l'apercevoir conscient, et dont les effets sur la santé respiratoire à long terme sont documentés par des études épidémiologiques que les candidats au départ intègrent de plus en plus dans leurs calculs résidentiels. Pour des familles avec de jeunes enfants dont la santé respiratoire est particulièrement sensible à la qualité de l'air, cette dimension est souvent celle qui transforme une envie de départ en décision irrévocable. Des parents qui font le choix d'une ville bretonne ou normande dont la qualité de l'air est infiniment supérieure à celle de Paris, dans un calcul de santé publique familiale que les médecins recommandent de plus en plus ouvertement. Sixième raison, l'isolement social paradoxal de la grande ville qui produit dans la région la plus dense de France des niveaux de solitude et d'isolement documentés comme supérieurs à ceux des villes moyennes, une réalité contre-intuitive dont les franciliens témoignent avec une constance qui mérite d'être nommée. Paris fonctionne aujourd'hui comme un hub de transit intense plutôt que comme un lieu d'ancrage selon les analyses publiées en 2026. Cette formulation dit quelque chose d'essentiel sur la sociologie urbaine francilienne, une ville dans laquelle les gens passent, se croisent, se frôlent par millions chaque jour, sans pour autant tisser les liens de proximité et d'appartenance qui font le tissu social d'un lieu de vie réel. Des immeubles haussmanniens dont les voisins de palier ne se connaissent pas depuis des années. Des quartiers dont le commerce de bouche a été remplacé par des enseignes nationales dont les employés changent tous les mois. Et des réseaux sociaux dont les relations numériques compensent de moins en moins l'absence de liens physiques durables. En Île-de-France, l'indicateur conjoncturel de fécondité parisien est à 1,26, l'un des plus bas de France métropolitaine. Ce chiffre dit que les Parisiennes font moins d'enfants que les femmes du reste du pays, en partie parce que la maternité est plus tardive à Paris, en partie parce que les conditions de vie, espace, coût, stress rendent le projet familial plus difficile à concrétiser. Et cette difficulté à fonder une famille dans des conditions satisfaisantes contribue directement au départ. Des couples qui partent pour avoir de l'espace, du calme et un environnement dans lequel élever des enfants sans renoncer à leur qualité de vie. Dans les villes moyennes vers lesquelles les franciliens migrent, les témoignages de nouveaux arrivants disent tout la même chose. Une facilité à nouer des relations de voisinage, à s'intégrer dans des réseaux associatifs et sociaux, à retrouver un tissu humain dont l'Île-de-France paradoxalement les avait privés malgré ses millions d'habitants. Septième raison, le coût de la vie globale qui dépasse largement le seul logement pour toucher l'alimentation, les loisirs, les transports et toutes les dépenses du quotidien dans une région dont les prix sont documentés comme parmi les plus élevés de toute la France selon l'indice ADCF 2026. L'Essonne est le département le plus cher de France selon l'indice ADCF 2026 avec un score de 93 sur 100. La Seine-et-Marne est en deuxième position nationale avec 91 sur 100. Ces deux départements franciliens concentrent l'essentiel des dépenses contraintes les plus élevées du territoire national. Un loyer médian élevé, une taxe foncière parmi les plus importantes de France, un carburant annuel qui dépasse 800 € par an en raison des distances domicile-travail, et des factures d'énergie supérieures à la moyenne nationale pour des logements souvent moins bien isolés que la moyenne française. Pour un actif qui travaille en Seine-et-Marne et qui réalise qu'il dépense chaque année 832 € de plus en carburant seul qu'un Parisien, parce que la distance domicile-travail atteint 18,2 km en moyenne contre 4,8 km à Paris, le calcul immédiat s'impose. Partir vers une ville de province dont le coût global de la vie est inférieur de 20 à 30% représente une augmentation de pouvoir d'achat réel significative, même si le salaire reste identique. Cette augmentation sans augmentation, produite par un simple changement géographique, est l'un des arguments les plus rationnels et les plus documentés du départ. Les franciliens qui partent font souvent ce calcul avec précision, et ils découvrent que la somme des économies réalisées sur le logement, les transports, l'alimentation et les taxes locales représente plusieurs milliers d'euros par an, des milliers d'euros qui reviennent dans leur budget mensuel comme une augmentation de salaire que leur employeur n'avait jamais accordé. Huitième raison, la qualité des écoles et l'accès à l'éducation, qui inégalement répartis selon les quartiers et les communes d'Île-de-France, poussent des familles à calculer que leurs enfants auront de meilleures chances éducatives dans des territoires dont le système scolaire est moins sous tension. L'Île-de-France concentre en même temps les établissements les plus prestigieux de France, les grandes écoles, les lycées d'excellence, et certains des établissements dont les conditions d'enseignement sont les plus difficiles du territoire national. La Seine-Saint-Denis, dont les classes sont parmi les plus chargées de France. Des établissements en réseau d'éducation prioritaire dont les suppressions de postes documentées dans notre vidéo précédente touchent particulièrement les quartiers populaires franciliens.
Et une carte scolaire dont les mécanismes sont bien connus des familles qui ont les ressources pour les contourner, et dont celles qui ne peuvent pas les contourner subissent les effets. Pour une famille dont les enfants sont scolarisés dans un établissement public d'un quartier défavorisé francilien, le calcul éducatif est souvent celui qui déclenche le départ après des années d'hésitation. Des parents qui ont calculé que leurs enfants bénéficieraient de conditions d'apprentissage meilleures dans une école publique d'une ville moyenne de province, des classes moins chargées, des enseignants moins en rotation, un environnement scolaire moins sous tension sociale, que dans l'établissement francilien dont la carte scolaire les contraint. La baisse des effectifs scolaires en Île-de-France, 106 900 élèves en moins à l'échelle nationale selon les données DEPP publiées en 2025, dont une part significative concentrée dans les académies franciliennes, dit que ce mouvement de famille vers des systèmes éducatifs perçus comme plus adaptés est réel et documenté. Neuvième raison, la caricature de la région la plus riche de France dont les inégalités internes sont parmi les plus documentées d'Europe et dont les classes moyennes se retrouvent progressivement exclues d'une région dont les prix servent une clientèle aisée et internationale que leur niveau de revenu ne peut pas concurrencer. Paris attire toujours. Les étudiants, les jeunes actifs des grandes écoles, les cadres supérieurs des multinationales dont les salaires sont indexés sur les standards internationaux, et les investisseurs étrangers dont les achats immobiliers pèsent sur un marché dont les prix se déconnectent progressivement des revenus médians. Près de la moitié des actifs parisiens, 49,9%, appartiennent aux cadres et professions intellectuelles supérieures contre seulement 19,1% sur le reste du territoire français. Cette concentration de catégories sociales supérieures produit mécaniquement une économie locale calibrée pour leurs revenus, des restaurants dont les prix s'envolent, des commerces qui se déplacent vers le haut de gamme, des services dont les tarifs dépassent ce que les revenus médians peuvent absorber. Pour une famille dont les revenus sont dans la moyenne nationale, 2 salaires combinés de 2 500 € net chacun, vivre à Paris en 2026 est devenu un exercice permanent d'arbitrage entre des dépenses que leurs revenus couvrent à peine et des qualités de vie dont ils ne bénéficient plus à la hauteur de ce que les mêmes revenus leur permettraient en province. Cette pression sociale de la richesse environnante, le sentiment de ne plus appartenir économiquement à la ville dans laquelle on vit depuis des années, est documentée comme l'une des motivations les plus profondes et les moins souvent exprimées du départ. Des gens qui partent, non pas parce qu'ils ne peuvent plus se loger, parfois ils ont stabilisé leur logement, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans une ville dont les codes économiques et sociaux les excluent progressivement. Et 10e raison, la plus silencieuse, la plus personnelle et peut-être la plus puissante de toutes, l'aspiration à une vie différente, dont la crise sanitaire a révélé la possibilité et dont le télétravail a rendu la réalisation concrète pour des millions de franciliens qui n'avaient jamais réalisé qu'ils avaient le choix. La crise sanitaire de 2020 a été le révélateur le plus brutal de ce que signifiait vivre dans un appartement de 62 mètres carrés en Île-de-France pendant plusieurs semaines sans pouvoir en sortir. Et cette expérience, douloureuse, contrainte, collective, a produit un effet documenté sur les aspirations résidentielles des franciliens. L'aspiration à une vie moins stressante, à un cadre de vie naturel, à un rythme quotidien moins dominé par la performance et la densité. Une aspiration qui existait avant la crise sanitaire mais qui était contenue par la contrainte professionnelle, l'obligation de se trouver physiquement à Paris ou en Île-de-France pour exercer son métier. Le télétravail a levé cette contrainte pour une proportion significative des actifs franciliens. Et quand la contrainte disparaît, le choix s'impose. Non pas le choix radical de la campagne profonde, les données de l'INSEE montrent que seulement un tiers des franciliens qui partent s'installent en milieu rural, mais le choix d'une ville à taille humaine, à 30 minutes d'un parc national ou d'une côte, dont le rythme de vie correspond à une aspiration que des années de vie francilienne avaient comprimée sans l'éteindre. 70% des migrations de franciliens s'effectuent vers une commune urbaine, pas vers la campagne, mais vers des villes dont la taille, les prix et la qualité de vie correspondent à une aspiration que la vie francilienne ne permet plus de satisfaire. Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon, Montpellier. Des villes qui accueillent un flux continu de franciliens dont les motivations sont documentées, cohérentes et dont les témoignages disent invariablement la même chose, qu'ils auraient dû partir plus tôt. Ces 10 raisons documentent ensemble un mouvement qui n'est pas un exode massif et brutal, mais une transformation progressive et documentée de la géographie humaine francilienne, un déficit migratoire de 23 800 personnes en 2025. Des 18 000 habitants perdus par Paris en une seule année. Des 137 000 résidents perdus entre 2012 et 2023. Ces chiffres sont les traces statistiques de millions de décisions individuelles dont les motivations convergent vers la même conclusion, que l'Île-de-France offre de moins en moins pour de plus en plus cher à de plus en plus de franciliens qui réalisent qu'ils ont le choix de partir. Et ce choix, discret,
progressif, documenté par les seuls chiffres officiels de l'INSEE plutôt que par des départs spectaculaires et médiatisés, est peut-être le signal le plus sincère et le plus puissant sur ce que les franciliens pensent vraiment de leur région en 2026. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur un mouvement que vous viviez ou envisagiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous avez quitté l'Île-de-France? Vous envisagez de le faire? Quelle est la raison qui vous a décidé ou qui vous déciderait?